Je me souviens parfaitement de la première fois qu'elle me l'a dit en face. « Tu n'es personne », a murmuré ma belle-mère, Martine, les lèvres pincées en un sourire méprisant, tandis qu'elle me toisait comme si j'étais la saleté sous ses talons de créateur. Juste une fille avec son bac. Mon fils aurait pu avoir tellement mieux. Je suis restée là, silencieuse, serrant les poings pour qu'il ne tremble pas. Je n'ai pas été élevée pour la confrontation, et certainement pas pour manquer de respect à une personne plus âgée. Mais ces mots m'ont transpercé plus profondément que je ne voulais l'admettre. C'était lors d'un dîner de famille. Chez elle à Nice, cette villa de 3 étages avec vue sur la Méditerranée qu'elle aimait tant exhiber. J'avais préparé un grand plateau de fruits de mer, espérant l'impressionner, gagner ne serait-ce qu'une once de son approbation. Mais Martine y a à peine touché avant de lancer ce commentaire, juste au moment où tout le monde était distrait, à la fin du repas. Ce n'était pas la première fois qu'elle disait quelque chose comme ça. À chaque réunion de famille, il y avait une nouvelle pique. Quand j'apportais un dessert maison, bon, au moins, elle sait cuisiner quelque chose. Quand je proposais d'aider à débarrasser, bien sûr, vu que tu ne trouveras jamais un vrai travail. Elle se moquait même de moi avec ses amis, m'appelant la nounou qu'il a épousée. Mon mari, Alexandre, essayait de me défendre, mais elle transformait toujours cela en plaisanterie, me faisant passer pour une drama queen, trop sensible, ridicule. Sophie, ne fais pas attention à elle, elle me disait Alexandre après, en me serrant dans ses bras dans la voiture qui nous ramenait à notre modeste appartement du centre de Nice. Ma mère est comme ça avec tout le monde. Mais je savais que ce n'était pas vrai. Avec la fiancée, de sa fille, une avocate de Paris, elle n'était que sourire et approbation. Avec moi, la simple serveuse qui avait rencontré son fils dans un café, il n'y avait que du mépris. Ce qui me faisait le plus mal, ce n'était pas l'humiliation publique. C'était à quel point je commençais à la croire. Je remettais en question chaque décision que j'avais prise, chaque opportunité manquée, chaque poste auquel je n'avais jamais postulé parce que je n'avais pas de diplôme universitaire. Je restais éveillée la nuit, me demandant si j'étais vraiment une moins que rien. Mon histoire n'était pas aussi simple que Martine voulait le faire croire. Je venais d'un petit village de l'Ardèche, où ma famille avait lutté pour joindre les deux bouts. Mon père, électricien, et ma mère, qui faisait des ménages, avaient tout sacrifié pour nous donner, à moi et à mes 2 jeunes frères, le strict nécessaire. L'université n'a jamais été une option pour moi. Après le bac, j'ai commencé à travailler pour aider à la maison. Quand mes parents sont tombés malades, l'un après l'autre, les soins et les factures médicales ont englouti toutes nos économies. À 23 ans, j'ai décidé de déménager à Nice pour prendre un nouveau départ. J'ai trouvé un travail dans un café près du port et j'ai loué une chambre en colocation. C'est là, en servant un café un dimanche matin, que j'ai rencontré Alexandre. Il était architecte, issu d'une famille aisée, et j'ai su dès le début que nous venions de mondes différents. Mais nous sommes tombés amoureux, vite et profondément, comme dans ces films qui, je le pensais, ne reflétaient jamais la réalité. Quand il m'a demandé en mariage 6 mois plus tard, j'ai accepté, sans hésiter. Mais le jour où j'ai rencontré sa famille, en particulier Martine, j'ai su que le conte de fées aurait ses complications. « Et que faites-vous dans la vie, ma chère ?» m'a demandé Martine la première fois, dans son salon décoré d'antiquités, qui valait probablement plus que tout ce que j'avais gagné dans ma vie. « Je travaille dans un café », ai-je répondu avec un sourire, en essayant de garder ma dignité. « Oh » a-t-elle dit, et ce simple son contenait tout le mépris du monde. Comme c'est intéressant. Après notre mariage, les choses n'ont fait qu'empirer. Martine débarquait dans notre appartement sans prévenir, laissant des commentaires sur la décoration, simple, ou me demandant quand je comptais faire quelque chose de ma vie. Chaque commentaire était une petite fissure dans mon estime de moi. Le pire, c'est que j'ai commencé à me voir à travers ses yeux. Je n'étais plus Sophie, la fille qui avait maintenu sa famille à flot dans les moments difficiles, qui avait eu le courage de déménager seule dans une nouvelle ville qui savait travailler dur. J'étais Sophie, la serveuse, la fille sans éducation, celle qui ne méritait pas son fils. Le soir,
je parcourais les offres d'emploi sur mon téléphone, rêvant de trouver quelque chose qui pourrait l'impressionner. Mais chaque exigence semblait se moquer de moi. Diplôme universitaire exigé. J'ai même envisagé de reprendre des études, mais entre le travail et les responsabilités ménagères, cela semblait impossible. Un jour, après un dîner particulièrement tendu chez Martine, où elle avait passé toute la soirée à vanter les mérites de la brillante fiancée avocate de sa fille, je me suis effondrée dans la salle de bain. Alexandre m'a trouvée en train de pleurer en silence. « Je ne peux plus continuer comme ça », lui ai-je dit. « J'ai l'impression de rapetisser chaque jour un peu plus. Ma mère est impossible, » a-t-il répondu en me serrant dans ses bras. « Mais tu vaux bien plus que ce qu'elle ne comprendra jamais. » Ces mots m'ont réconfortée, mais cette nuit-là, en fixant le plafond de notre chambre, j'ai réalisé que le problème n'était pas seulement Martine, c'était moi. J'avais laissé sa voix devenir ma voix intérieure. J'avais commencé à me définir par ce qui me manquait, pas par ce que j'avais. Demain sera différent, me suis-je promis. Je ne savais pas comment, mais quelque chose devait changer. Et ce changement devait commencer par moi. Les choses n'ont fait qu'empirer quand j'ai perdu mon travail au café. Ce n'était pas par incompétence. L'endroit a fermé car le propriétaire a pris sa retraite. Ce n'était pas un travail glamour, mais il nous aidait à boucler les fins de mois. Je me sentais inutile, comme un poids mort à la maison. Et bien sûr, Martine l'a appris. « Quelle surprise !» dit-elle un après-midi, sirotant son vin à notre table de cuisine comme si elle était chez elle. « Les gens comme vous ne gardent pas un travail, sans éducation, sans ambition. » Je voulais crier, mais au lieu de ça, je me suis excusée et je me suis enfermée dans la chambre. Cette nuit-là, j'ai fixé le plafond pendant des heures, la poitrine serrée par la honte et la frustration. Et puis, quelque chose a basculé. J'ai réalisé que j'étais fatiguée, pas seulement d'elle, mais de la petitesse dans laquelle je m'étais laissée enfermer. Sa voix était devenue ma voix intérieure, et j'en avais assez de l'entendre. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais construire quelque chose qui prouverait, ne serait-ce qu'à moi-même, que je n'étais pas l'échec qu'elle décrivait. Le lendemain matin, pendant qu'Alexandre était à son cabinet d'architecte, j'ai commencé à chercher des moyens de travailler depuis la maison. Je n'avais pas de compétences sophistiquées, mais j'étais déterminée. J'ai trouvé des cours en ligne, bon marché, certains même gratuits, et j'ai passé mes journées à apprendre le marketing digital, la rédaction web et les bases du e-commerce. Pendant que Martine ricanait dans le salon lors de ses visites impromptues, j'étais dans la chambre, apprenant à créer une boutique en ligne. Je me suis souvenu que ma grand-mère avait été une artisane talentueuse, réalisant des pièces de broderie provençale qu'elle vendait sur le marché de son village. Elle m'avait appris quelques points de base quand j'étais enfant. Pourrais-je combiner ce savoir-faire traditionnel avec mes nouvelles connaissances numériques? J'ai commencé à pratiquer les broderies dont je me souvenais, en les adaptant à des motifs plus modernes pour des accessoires et de petits articles de décoration. Chaque point était comme un petit acte de rébellion contre les attentes de Martine. « Qu'est-ce que tu fais enfermé toute la journée ?» m'a demandé Alexandre un soir, inquiet mais curieux. « J'apprends de nouvelles choses », ai-je répondu vaguement. Je ne voulais pas encore partager mes projets. Ils étaient trop fragiles, comme une petite flamme qui pourrait s'éteindre au moindre souffle de doute. Ma routine a complètement changé. Je me levais à l'aube et me couchais tard, partageant mon temps entre la recherche d'emploi, l'apprentissage de compétences numériques et la création de mes premières pièces brodées. Lors des entretiens, il y avait toujours un candidat mieux qualifié. Chaque refus me faisait mal, mais nourrissait aussi ma détermination à créer ma propre voie. Un jour, alors que j'attendais à Pôle emploi, j'ai rencontré Lucie, une femme plus âgée qui avait perdu son poste de comptable après 30 ans dans la même entreprise. « C'est comme si nous étions soudainement invisibles », m'a-t-elle dit avec un sourire triste. À mon âge, personne ne veut m'embaucher. Quelque chose dans ces paroles a profondément résonné en moi. Combien de personnes se sentaient ainsi? Invisibles, rejetées, sous-évaluées? Cette nuit-là, j'ai eu une idée.
Mes broderies étaient jolies, mais peut-être pouvais-je faire quelque chose de plus significatif. J'ai commencé à concevoir de petits pendentifs brodés avec des messages d'empowerment, cachés dans des motifs traditionnels. Des messages comme « Tu es assez »,« Ta valeur ne dépend pas de ton travail » ou « Grandis à travers tes épreuves », le tout dans des designs colorés qui semblaient simplement décoratifs à première vue, mais qui cachaient en ces messages pour qui savait les voir. J'ai travaillé en secret pendant des semaines, créant un petit stock de pendentifs, de marque-pages et de petits cadres brodés. En même temps, j'ai suivi des tutoriels en ligne pour créer une boutique sur Etsy. Je me sentais comme une impostrice, mais chaque fois que le doute m'envahissait, je me souvenais des paroles de Martine et je continuais, ne serait-ce que pour lui donner tort. Broderies Artémis, j'ai appelé ma boutique, en l'honneur de la déesse grecque de l'indépendance féminine. Le slogan était simple. Broderie à message, faites main à Nice. Le jour où j'ai mis en ligne mes 10 premiers produits, j'étais si nerveuse que j'ai failli vomir. Alexandre était en voyage d'affaires à Lyon, et j'étais seule à la maison, actualisant constamment la page, attendant que quelque chose se passe. Rien le premier jour, ni le deuxième. Le troisième jour, j'ai vendu un marque-page à quelqu'un en Allemagne. Ce n'était que 12 €, moins les commissions, mais j'ai sauté partout dans l'appartement comme si j'avais gagné au loto. Quelqu'un, quelque part dans le monde, avait suffisamment apprécié mon travail pour payer pour l'avoir. Cette petite vente m'a donné l'élan dont j'avais besoin. J'ai commencé à étudier le SEO, la photographie de produits et le marketing, sur les réseaux sociaux avec plus d'intensité. J'ai ouvert un compte Instagram pour montrer mes créations et le processus de fabrication. Au début, seuls des amis et quelques membres de la famille compréhensifs me suivaient. Mais peu à peu, le compte a commencé à grandir. Un jour, une influenceuse française avec 50 000 abonnés a partagé un de mes pendentifs, montrant le « message caché ». J'ai découvert cette pépite et ces messages secrets brodés. J'adore la signification derrière chaque pièce. Les ventes ont soudainement explosé. Ce n'était pas une fortune, mais en un mois, j'avais gagné plus qu'à mon travail au café, et le plus important, chaque commentaire positif, chaque message de remerciement des clients, reconstruisait un petit morceau de mon estime de moi que Martine avait brisé. Je vais devoir acheter plus de matériel, ai-je dit à Alexandre, un soir, enfin décidé à partager mon projet. Je lui ai montré la boutique, les ventes, les commentaires. Sa réaction m'a surprise. Au lieu de la surprise polie que j'attendais, j'ai vu une fierté sincère dans ses yeux. « Sophie, c'est incroyable », a-t-il dit en me serrant dans ses bras. « J'ai toujours su que tu avais du talent, mais ça, c'est spécial. » Cette nuit-là, je lui ai tout raconté. Comment les mots de sa mère m'avaient affectée. Comment j'avais commencé ce projet comme un moyen de me prouver ma propre valeur. « Ma mère a tort à ton sujet, » dit-il fermement. Elle a toujours eu tort. Et un jour, elle s'en rendra compte. Je ne fais pas ça pour elle, ai-je répondu, surprise par l'assurance dans ma voix. Je le fais pour moi. Au fil des semaines, mon entreprise a continué de croître lentement. J'ai commencé à recevoir des commandes personnalisées. Une mère qui voulait un message spécial pour sa fille, qui partait à l'université, une femme qui venait de vaincre un cancer et voulait un rappel de sa force. Chaque histoire me touchait et me rappelait que je créais quelque chose qui avait du sens. Bien sûr, il y a eu aussi des échecs. Certains modèles ne se vendaient pas bien, j'ai eu des problèmes avec les envois internationaux et une cliente a laissé un avis négatif qui m'a fait pleurer pendant des heures. Mais je ne m'effondrais plus comme avant. Chaque obstacle était un problème à résoudre. Pas une confirmation de ma prétendue incompétence. Un dimanche, alors que je travaillais, sur une grosse commande, la sonnette a retenti. C'était Martine, avec sa visite surprise habituelle. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda-t-elle, regardant avec dédain ma table de travail couverte de fils, de tissus et de croquis. Pour la première fois, je n'ai pas caché ce que je faisais. Je ne me suis pas excusée ni n'ai cherché son approbation. « C'est mon entreprise », ai-je répondu simplement, en retournant à mon travail.
Entreprise ? Ricana-t-elle. Coudre n'est pas une entreprise, ma chère. C'est un passe-temps. J'ai pris une profonde inspiration. Avant, ces mots m'auraient anéanti, mais maintenant, j'avais quelque chose qu'elle ne pouvait pas m'enlever, la certitude de ma propre valeur. Tu serais surprise de ce que les gens sont prêts à payer pour quelque chose fait avec passion et sens, dis-je, sans lever les yeux de ma broderie. Elle a reniflé et a changé de sujet, mais j'ai remarqué quelque chose de nouveau dans son regard. Une pointe de confusion, comme si elle ne reconnaissait pas la femme en face d'elle. Et elle avait raison. Je n'étais plus la même Sophie qu'elle avait connue. Je changeais, je grandissais, je construisais quelque chose à moi. En silence, sans drame, mais avec une détermination que je ne me connaissais pas. Au cours des mois suivants, ma petite entreprise a grandi comme une plante bien entretenue. Chaque matin, je me réveillais avec de nouvelles commandes dans ma boîte de réception. J'ai établi une routine. Café, revue des commandes, réponse aux messages, puis des heures de travail méticuleux avec l'aiguille et le fil. L'appartement est devenu mon atelier, avec des fils de couleurs organisés par teinte et des tissus empilés dans chaque coin disponible. On a besoin de plus d'espace, a commenté Alexandre un soir, alors que nous dînions au milieu des boîtes d'expédition et du matériel. Il ne l'a pas dit comme une plainte, mais comme une constatation. Peut-être qu'on pourrait chercher un endroit plus grand, avec un espace dédié pour ton atelier. La suggestion m'a surprise. Déménager signifierait un engagement plus grand envers mon entreprise, reconnaître que ce n'était pas juste une phase. « Tu penses que c'est raisonnable ?» ai-je demandé, peu sûr de moi. « C'est encore une petite affaire. »« Sophie, » dit-il en prenant ma main, « il y a 6 mois, tu gagnais moins de 1 000 € par mois au café. Maintenant, tu factures le triple. Ce n'est pas petit. » Il avait raison, mais la peur de l'échec rôdait toujours. Et si tout s'effondrait? Et si Martine avait finalement raison et que je n'étais pas faite pour le succès? « Tu sais quoi ?» a poursuivi Alexandre, interrompant mes pensées. « On pourrait transformer cette peur en quelque chose de constructif. Je vais te concevoir un espace de travail parfait, spécifiquement pour Broderies Artémis. » Semaine suivante, Alexandre a passé ses soirées à concevoir ce qu'il appelait « l'atelier idéal ». Pendant ce temps, je continuais à broder et à élargir mon catalogue. J'ai ajouté une ligne de vêtements pour bébés avec des messages, pour les nouvelles mères, et j'ai commencé à expérimenter avec de plus grandes broderies pour la décoration intérieure. Une commande en particulier a tout changé. Une fondation travaillant avec des femmes survivantes de violences conjugales m'a contacté pour créer 50 pièces personnalisées comme cadeau pour leurs bénéficiaires. Ils voulaient mes créations avec des messages d'empowerment, mais à une échelle que je n'avais jamais gérée. Je ne sais pas si je peux le faire. Ai-je avoué à Alexandre, en lui montrant l'email. C'est trop de pièces, et ils ont un délai d'1 mois. Pourquoi n'engages-tu pas de l'aide ? A-t-il suggéré. De l'aide ? Ai-je répété, comme si l'idée était complètement étrangère. Oui, Sophie. Il y a beaucoup de femmes avec des compétences en couture qui pourraient travailler avec toi, tu pourrais créer de l'emploi. L'idée me terrifiait et m'excitait à la fois. Moi, créatrice d'emploi, la fille qui, selon Martine, n'arriverait jamais à rien. Je me suis souvenue de Lucie, la femme que j'avais rencontrée à Pôle. Emploi. Cherchait-elle toujours du travail ? Je l'ai appelée le jour même et lui ai expliqué ma situation. De la broderie ? Je n'ai pas brodé depuis que je suis enfant, me dit-elle, hésitante. Je peux vous apprendre. L'important, c'est la précision et la patience. Et je sais que vous avez les deux si vous avez été comptable pendant 30 ans. Lucie a accepté de faire un essai. Elle est venue à notre appartement le lendemain, et nous avons passé l'après-midi à lui apprendre les points de base. Ses mains, bien qu'initialement maladroites avec l'aiguille, ont vite retrouvé le rythme. À la fin de la journée, elle avait complété un petit motif avec une précision surprenante. « Ça me rappelle quand je tricotais avec ma grand-mère. »« Ah » dit-elle avec un sourire nostalgique. « J'avais oublié à quel point il est satisfaisant de créer quelque chose avec ses mains. J'ai embauché Lucie à temps partiel. Et ensemble, nous avons commencé à travailler sur la commande de la fondation.
Sa présence a transformé mes journées. Nous parlions en travaillant, partageant nos histoires. Elle me racontait sa jeunesse, à Marseille, comment elle avait lutté pour être prise au sérieux dans un monde dominé par les hommes. Je lui parlais de mes rêves, de mes peurs, de Martine. Les belles-mères difficiles, c'est comme le mauvais temps, philosopha Lucie. Parfois, on ne peut qu'attendre que l'orage passe. Avec son aide, non seulement nous avons terminé la commande pour la fondation à temps, mais nous l'avons fait avec une qualité exceptionnelle. Chaque pièce portait une étiquette qui disait « Fait avec amour par broderie Artémis, Nice ». Le jour où nous avons envoyé le dernier colis, Lucie et moi avons trinqué avec un verre de vin blanc dans la cuisine. « Tu sais ce qu'on devrait faire ?» dit-elle, avec cette lueur dans les yeux que j'avais appris à reconnaître comme le signe d'une idée brillante. On devrait proposer des ateliers. Apprendre à d'autres femmes à broder, non seulement comme passe-temps, mais comme source potentielle de revenus. L'idée était parfaite. Non seulement elle étendrait l'entreprise, mais elle créerait une communauté. Le genre de communauté dont j'avais rêvé quand je me sentais seule et inadéquate. J'ai commencé à planifier les ateliers, tout en continuant à recevoir des commandes régulières. À ma grande surprise, la Fondation nous a recommandés à d'autres organisations et nous avons bientôt eu une liste d'attente pour les commandes en gros. J'ai embauché 2 autres femmes, Hélène, une retraitée avec des années d'expérience en couture, et Marine, une jeune mère célibataire qui avait besoin d'un travail flexible. Notre appartement n'était plus suffisant. Le rêve d'Alexandre, d'un espace dédié, ne semblait plus un luxe, mais une nécessité. « Je crois qu'il est temps de chercher un local », lui ai-je dit un soir. Un endroit où nous pourrons toutes travailler ensemble et proposer les ateliers. Nous avons trouvé un petit local dans le Vieux-Nice. C'était un espace modeste mais charmant, avec de grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière naturelle, parfaite pour notre travail de détail. Le loyer était raisonnable, mais signer le bail m'a tout de même fait trembler. « C'est un grand pas » ai-je murmuré en signant. « C'est le bon pas » a affirmé Alexandre en me serrant l'épaule. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. Alexandre a conçu l'intérieur du local, créant un espace qui combinait fonctionnalité et beauté. Nous avons installé de grandes tables de travail, des étagères pour organiser le matériel et un coin confortable pour les ateliers. Le jour de l'inauguration, nous avons décoré l'espace avec certaines de nos plus belles pièces. Nous avions invité des clients locaux, des amis et la famille. Même certaines des femmes de la Fondation sont venues montrer leur soutien. « Je n'aurais jamais pensé en arriver là », ai-je avoué à Lucie pendant que nous préparions le buffet. « J'ai toujours su que tu étais spéciale », a-t-elle répondu. « Dès le premier jour. Tu as ce feu, cette détermination. » L'inauguration fut un succès. Le local s'est rempli de gens, admirant notre travail, s'inscrivant aux ateliers, passant des commandes en personne. Une journaliste d'un quotidien local est venue faire un reportage sur l'entrepreneuse qui fait revivre l'art traditionnel avec un message moderne. Au milieu de la fête, j'ai senti une présence familière. Martine était venue avec le reste de la famille d'Alexandre. Je l'ai vue examiner les pièces exposées, lire les étiquettes de prix, observer la foule. Je ne suis pas allée la saluer immédiatement. Au lieu de cela, j'ai continué à parler avec les invités, expliquant notre processus, partageant les histoires derrière chaque création. C'était mon moment, et pour la première fois, je ne laisserai pas sa présence le diminuer. Finalement, alors que la foule commençait à se disperser, elle s'est approchée de moi. « C'est donc ça que tu faisais » dit-elle, d'un ton que je ne pouvais pas déchiffrer. « Oui » ai-je répondu simplement. « C'est broderie Artémis. » Je m'attendais à un commentaire désobligeant, mais à la place, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu dans ses yeux quand elle me regardait. Du respect. « C'est impressionnant » a-t-elle admis, avec un effort évident. « Alexandre dit que tu as déjà des commandes de toute la France. »« Et d'Allemagne et d'Italie » ai-je ajouté, sans pouvoir résister. Un silence gêné s'installa entre nous. Des années de mépris ne s'effaçaient pas avec un compliment à contre-cœur. « Je n'aurais jamais pensé » commença-t-elle.
Mais elle s'arrêta, reconsidérant ses mots. Je suppose que je t'ai sous-estimé. C'était ce qui se rapprochait le plus d'excuses que j'obtiendrais jamais d'elle. Et j'ai décidé de l'accepter. Beaucoup l'ont fait, ai-je répondu calmement, y compris moi-même. Après son départ, je suis restée à regarder le local vide, avec les restes de la fête encore visibles, les tables de travail attendant le lendemain, les fils et les tissus organisés, prêts à être transformés en quelque chose de beau et de significatif. J'avais construit cela à partir de rien, sans diplôme universitaire, sans gros investissements, sans l'approbation de Martine. Je l'avais fait avec détermination, avec le soutien d'Alexandre, et avec l'aide de femmes qui, comme moi, avaient été sous-estimées. « À quoi tu penses ?» a demandé Alexandre, en m'enlaçant par derrière. « Que ce n'est que le début. » ai-je répondu, ressentant une certitude que je n'avais jamais éprouvée auparavant. Il y a encore tellement à construire. Les mois suivants furent un tourbillon d'activités. Les ateliers de broderie se remplissaient chaque semaine. Nos produits se vendirent plus vite que nous ne pouvions les fabriquer, et nous avions embauché 2 autres femmes. La petite entreprise qui avait débuté dans ma chambre occupait maintenant un véritable espace dans le monde. Sur les réseaux sociaux, Broderies Artémis avait atteint les 20 000 abonnés, et un magazine féminin national nous avait incluses dans un article sur les entrepreneuses qui changent les règles du jeu. Avec le succès sont venus de nouveaux défis. Les heures de travail s'allongeaient, les commandes internationales compliquaient la logistique et la pression pour maintenir la qualité tout en augmentant la production était constante. Certains soirs, je rentrais à la maison si fatiguée que je pouvais à peine parler. Alexandre s'inquiétait, mais je l'assurais que c'était une bonne fatigue, celle qui vient de la construction de quelque chose qui vous appartient. Martine, étonnamment, avait changé d'attitude. Elle n'était pas affectueuse, elle ne le serait jamais, mais elle était passée du mépris ouvert à une sorte de respect réticent. Elle avait même commencé à se vanter de l'entreprise de ma belle-fille auprès de ses amis, comme si elle avait eu quelque chose à voir avec mon succès. « J'ai toujours su que tu avais du potentiel », m'a-t-elle dit lors d'un dîner de famille. « Tu avais juste besoin de trouver ta voie. » Alexandre a failli s'étouffer avec son vin et j'ai dû retenir un fou rire. La capacité de Martine à réécrire l'histoire était vraiment impressionnante. Malgré sa nouvelle attitude, quelque chose continuait de me déranger. Peut-être était-ce le fait qu'elle n'ait jamais vraiment reconnu le mal qu'elle m'avait fait. Ou peut-être que, au fond, je savais que son approbation dépendait entièrement de mon succès. Si Broderies Artémis échouait demain, je redeviendrais la même serveuse sans éducation qui ne méritait pas son fils. Le point de rupture est arrivé un dimanche après-midi. Nous avions été invités à déjeuner chez Martine. Elle avait organisé un repas pour célébrer l'anniversaire de sa fille, Valérie. La maison était pleine de familles et d'amis proches, tous élégamment vêtus, buvant du champagne et mangeant des canapés préparés par un traiteur. J'avais apporté comme cadeau pour Valérie un châle en soie que j'avais brodé spécialement pour elle, avec un motif personnalisé qui incluait des éléments significatifs de sa vie, de petits symboles représentant sa profession d'avocate, sa passion pour le piano et son amour des voyages. « C'est magnifique », dit Valérie, sincèrement émue en l'ouvrant. « Je n'ai jamais rien vu de tel. »« C'est elle qui l'a fait elle-même », ajouta Alexandre avec fierté. L'attention se tourna vers moi. Et pendant un instant, je me sentis mal à l'aise mais flattée. Puis, Martine est intervenue. « Bon, maintenant que tu as des employés, est-ce que c'est vraiment toi qui l'as fait ?» demanda-t-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Ou est-ce une de tes brodeuses ?»« Chaque pièce pour la famille, je la fais personnellement, » ai-je répondu en gardant mon calme. « C'est important pour moi. »« Quelle délicatesse !» dit-elle, avec ce ton que j'avais appris à reconnaître comme le prélude à quelque chose de blessant. « Tu as toujours été très manuel. Certaines personnes sont nées pour travailler avec leurs mains. » Le silence gêné qui suivit fut rompu par le mari de Valérie, qui tenta de changer de sujet en demandant ce qu'il y avait en dessert. Mais Martine n'avait pas terminé. D'ailleurs, je commentais à mes amis du club l'autre jour à quel point ton petit projet est inspirant, continua-t-elle. Je leur disais, vous voyez ce qu'on peut accomplir aujourd'hui, même sans éducation formelle, même sans relation, même en venant de... Eh bien, vous savez.
C'est presque un projet caritatif, n'est-ce pas? Donner du travail à ces femmes. Mon cœur battait la chamade. Toutes les vieilles insécurités menacèrent de revenir. Mais cette fois, quelque chose de différent se produisit. Au lieu de me recroqueviller, j'ai ressenti une clarté soudaine. J'ai vu Martine pour ce qu'elle était vraiment. Une femme, peu sûre d'elle qui avait besoin de rabaisser les autres pour se sentir supérieure. « Ce n'est pas de la charité, Martine, » dis-je, ma voix plus ferme qu'elle ne l'avait jamais été en sa présence. C'est une entreprise rentable, qui valorise le talent et le dévouement au-dessus des diplômes. Et elle n'est pas petite. Nous avons facturé plus le mois dernier que le cabinet d'architecte d'Alexandre. Le visage de Martine se crispa, et je vis Alexandre sourire discrètement à mes côtés. « Tiens donc, » répondit-elle, visiblement agacée mais essayant de garder contenance. « Comme c'est intéressant que tu parles d'argent lors d'une réunion de famille. De mon temps, c'était considéré comme de mauvais goût. Il était aussi considéré de mauvais goût de rabaisser constamment sa belle-fille, ai-je répliqué, mais ça ne t'a jamais arrêté. » La pièce tomba dans un silence complet. Même les serveurs semblaient figés. Je vis Valérie porter une main à sa bouche, entre la surprise et, si je ne me trompais pas, une légère amusement. Martine pâlit. « Je ne vois pas de quoi tu parles. Je t'ai toujours traitée comme ma propre fille. » « Non, Martine. Tu m'as traitée comme une inférieure depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. Tu as remis en question ma valeur, mon intelligence, mes décisions. Tu as essayé de me faire sentir petite pour que tu puisses te sentir grande. Et pendant longtemps, ça a marché. Je me suis levée lentement, en prenant mon sac. Mais c'est terminé. Je n'ai plus besoin de ton approbation ni ne crains ton jugement. J'ai construit quelque chose dont je suis fière, de mes propres mains, avec ma propre vision. Et le plus important, j'ai trouvé ma valeur, qui n'a jamais dépendu de ton opinion. » Le visage de Martine se transforma en un masque d'indignation. « Comment oses-tu me parler ainsi dans ma propre maison? Après tout ce que j'ai fait pour toi ?» Alexandre se leva à mes côtés. « Maman, ça suffit. Tu sais que Sophie a raison. »« Et toi aussi ?» s'exclama Martine. « Tu vas la laisser me parler comme ça ?»« Elle n'a pas besoin de ma permission, » répondit-il calmement. « Et je pense que cette conversation aurait dû avoir lieu il y a des années. » Je pris la main d'Alexandre et nous nous dirigeâmes vers la porte. Avant de sortir, je me suis retournée une dernière fois. « Merci pour le déjeuner, Martine. Et merci, d'une certaine manière, pour toutes ces années de mépris. Sans elle, je n'aurais peut-être jamais trouvé la force de me prouver à moi-même ce que je vaux. » Dans la voiture, le silence fut dense pendant plusieurs minutes. Finalement, Alexandre parla. « Ça va ?» demanda-t-il avec une inquiétude sincère dans la voix. « Étonnamment, oui, » ai-je répondu, sentant une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis des années. En fait, je crois que je ne me suis jamais sentie aussi bien. Ce soir-là, en préparant l'agenda de la semaine suivante, j'ai pris une décision. Nous avions reçu une invitation pour participer à un salon de l'artisanat en Corse. Je l'avais initialement écartée, car cela signifiait être absente pendant 2 semaines, et je ne m'étais jamais éloignée aussi longtemps de l'entreprise. « Je vais en Corse », ai-je annoncé à Alexandre alors qu'il se préparait à dormir. « Le salon ? Je pensais que tu avais décidé de ne pas y aller. » J'ai changé d'avis. Lucie peut s'occuper de l'atelier. J'ai besoin d'espace pour réfléchir, pour planifier l'avenir d'Artémis. Alexandre m'a observé un moment, comme s'il comprenait que c'était plus qu'un voyage d'affaires. « Tu veux que je vienne avec toi ?» a-t-il demandé. J'ai réfléchi un instant, puis j'ai secoué la tête. « J'ai besoin de toi ici pour t'assurer que Martine n'essaie pas d'interférer avec l'atelier en mon absence. Et puis, ai-je ajouté avec un petit sourire, je crois que c'est un voyage que je dois faire seule. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément, sans les cauchemars qui avaient été fréquents après les confrontations avec Martine. Pour la première fois depuis des années, je me sentais complètement libérée de son ombre. L'avion a atterri à Calvi en milieu de matinée. Le contraste entre l'hiver niçois et le doux climat corse m'a accueillie comme une étreinte chaleureuse. J'avais loué un petit appartement sur le port, loin de l'agitation touristique. Je voulais la tranquillité
de l'espace pour penser et travailler. J'ai consacré les premiers jours à préparer le stand pour le salon. J'avais apporté une sélection soignée de nos plus belles pièces, les pendentifs à messages cachés, les châles en soie brodée et une nouvelle ligne de carnets à couverture textile que nous avions lancée récemment. Le salon ne commencerait que la semaine suivante, ce qui me laissait le temps d'explorer l'île et surtout de respirer. Chaque matin, je marchais sur la plage au lever du soleil. Le sable fin entre mes doigts, le son constant de la mer, les montagnes imposantes veillant. Sur la baie, tout me rappelait à quel point mes soucis étaient des petits dans l'immensité du monde. Le 3e jour, j'ai délibérément laissé mon téléphone à l'appartement. Les appels et messages constants, de Lucie sur des décisions de l'atelier, de clients avec des commandes spéciales, même d'Alexandre s'inquiétant de mon état, avaient commencé à reproduire la même pression que j'avais fui. J'avais besoin de déconnecter complètement, ne serait-ce que pour quelques heures. Je me suis assise dans un petit café face à la mer, commandant un café au lait et un toast à l'avocat. À côté de moi, une femme plus âgée dessinait, dans un carnet, des traits fluides qui capturaient la côte et les planches à voile glissant sur les vagues. « C'est magnifique », ai-je commenté, admirant son travail. Elle a levé les yeux et a souri. « Merci. Je viens ici chaque hiver, depuis 15 ans, et chaque année le même paysage me semble nouveau. » Elle s'appelait Christiane, une peintre à la retraite de Bretagne qui avait décidé de passer ses hivers en Corse. Nous avons parlé pendant des heures, d'art, de la vie, des changements que nous avions vécus. Je lui ai parlé de broderie, Artémis, de Martine, de ma quête de paix et de direction. « On dirait que vous avez construit quelque chose de magnifique, » dit-elle. « Mais on dirait aussi que cette chose a commencé à vous consumer. » Ces mots m'ont frappé par leur justesse. Dans mon empressement à prouver ma valeur, à construire une entreprise prospère, j'avais commencé à répéter les mêmes schémas de stress et d'auto-exigence qui m'avaient tourmenté quand je travaillais pour d'autres. Je ne sais pas comment trouver l'équilibre, ai-je avoué. J'aime ce que je fais, mais parfois j'ai l'impression que si je m'arrête, tout va s'effondrer. Christiane a fermé son carnet et m'a regardé avec des yeux sages. Le secret n'est pas de s'arrêter, c'est de suivre le courant, comme ces véliplanchistes, dit-elle en montrant la mer. Ils ne luttent pas contre la vague. Ils bougent avec elle. Je suis retournée à l'appartement, ces paroles résonnant dans mon esprit. Ce soir-là, j'ai allumé l'ordinateur et ouvert un nouveau document. J'ai commencé à écrire, non, pas un plan d'affaires ni une liste de tâches, mais une vision. Que voulais-je vraiment de broderies Artémis? Quel genre de vie souhaitais-je construire? Les mots ont coulé jusqu'à l'aube. J'ai réalisé que j'avais poursuivi le succès, comme s'il s'agissait d'une course, avec le fantasme de pouvoir un jour jeter ce succès au visage de Martine. Mais la vraie victoire n'était pas de lui prouver quoi que ce soit. C'était de vivre selon mes propres termes. Les jours suivants ont apporté la clarté. J'ai commencé à restructurer mentalement l'entreprise. Broderies Artémis n'avait pas besoin de croître indéfiniment. Elle n'avait pas à devenir une grande entreprise avec des centaines d'employés. Elle pouvait être un atelier boutique, avec des productions limitées et de haute qualité, où chaque pièce conserverait sa signification et son âme. J'ai aussi décidé que je devais déléguer davantage. Lucie s'était avérée être une excellente gestionnaire. Hélène avait un œil extraordinaire pour la qualité. Marine était brillante avec les clients. J'avais construit une équipe en qui je pouvais avoir confiance, mais je continuais à m'accrocher au contrôle de chaque détail. Le matin de l'ouverture du salon, je me suis réveillée avec une sensation de calme que je n'avais pas connue depuis des mois. Je me suis habillée d'une simple robe blanche et d'un châle en soie que j'avais brodé spécialement pour ce voyage, avec un motif représentant des vagues et du vent, inspiré par la mer de Calvi. Le stand de broderies Artémis a attiré beaucoup d'attention dès le premier jour. Des artisans de toute la France et des visiteurs internationaux s'arrêtaient pour admirer notre travail. Nous avons vendu plus que prévu, mais le plus précieux furent les connexions. Une créatrice de mode intéressée par une collaboration, une galerie d'art à Paris, qui voulait exposer certaines de nos pièces les plus élaborées, une école de design qui m'a invitée à donner une conférence sur l'entrepreneuriat et l'artisanat traditionnel.
À la fin de la première semaine du salon, j'ai reçu un message de Lucie. « On a des nouvelles incroyables. Appelle-moi quand tu peux. » Inquiète, je l'ai appelée immédiatement. « Sophie, tu ne vas pas le croire. Vogue France veut faire un reportage sur broderie Artémis pour leur section Artisanat contemporain. Une rédactrice a visité l'atelier hier. Apparemment, sa nièce a acheté un de nos pendentifs sur la boutique en ligne et a adoré l'histoire derrière l'entreprise. La nouvelle aurait dû m'exciter plus qu'elle ne l'a fait. Quelques mois plus tôt, j'aurais sauté de joie. Maintenant, je ressentais une satisfaction tranquille, une fierté sereine. C'est merveilleux, Lucie. Dis-leur que je serai de retour. La semaine prochaine pour l'interview. Je l'ai déjà fait, mais il y a autre chose. Sa voix devint prudente. Martine est venue à l'atelier. Mon estomac se serra. Qu'est-ce qu'elle voulait? Te parler. Elle semblait différente. Plus petite, en quelque sorte. Elle a laissé une lettre pour toi. Une lettre. L'idée me parut presque ridicule. Martine, la femme aux commentaires, acerbe et au sourire faux, recourant à quelque chose d'aussi désuet qu'une lettre manuscrite. « Tu l'as lue » ai-je demandé. « Bien sûr que non » répondit Lucie, d'un ton légèrement offensé. « Elle est sur ton bureau, elle ? T'attends. » Après avoir raccroché, je me suis assise sur la terrasse de l'appartement, regardant le coucher de soleil sur la mer. Une partie de moi voulait demander à Lucie de jeter la lettre sans l'ouvrir. Que pouvait bien dire Martine que j'ai besoin d'entendre? Mais une autre partie, plus sage peut-être, savait que je devais clore ce chapitre pour avancer complètement. Les derniers jours en Corse passèrent rapidement. Le salon fut un succès, et je suis rentrée à Nice avec de nouveaux contacts, des idées fraîches, et surtout, une vision claire de ce que je voulais pour moi et pour Broderies Artémis. L'atelier était vide quand je suis arrivée. C'était dimanche, et j'avais donné leur journée à toutes les filles. Sur mon bureau, comme Lucie l'avait dit, il y avait une enveloppe couleur crème, avec mon nom écrit dans l'élégante calligraphie de Martine. Je me suis assise, j'ai pris une profonde inspiration, et je l'ai ouverte. « Sophie », commençait la lettre. « Je n'ai jamais été douée pour reconnaître mes erreurs. Ma génération a été élevée pour maintenir les apparences à tout prix, et j'ai passé ma vie à perfectionner cette compétence. Mais ton courage en me faisant face m'a obligée à regarder mes propres défauts d'une manière que je ne peux plus ignorer. Je n'ai aucune excuse pour la façon dont je t'ai traitée. La vérité, que j'ai honte d'admettre même maintenant, c'est que tu m'intimidais. Ta jeunesse, ta beauté, la dévotion que mon fils te porte, mais surtout, ton authenticité. Alors, que j'ai vécu toute ma vie préoccupée par les apparences, tu as eu le courage d'être authentique. Je n'attends pas ton pardon. Je ne le mérite probablement pas. Mais je voulais que tu saches que je suis fière de ce que tu as construit. Non seulement ton entreprise, mais la personne que tu es devenue malgré mes tentatives de te rabaisser. Si un jour tu es disposée, j'aimerais essayer de recommencer. Avec respect, Martine. J'ai plié la lettre lentement et l'ai remise dans l'enveloppe. Je n'ai pas ressenti la justification que j'avais autrefois imaginée. Je n'ai pas non plus ressenti de colère ou de ressentiment. Juste une étrange compassion pour cette femme qui, malgré ses privilèges, avait vécu si limitée par la peur du jugement des autres. Ce soir-là, quand Alexandre est rentré à la maison, je lui ai montré la lettre. « Qu'est-ce que tu penses faire » a-t-il demandé après l'avoir lue. « Je ne sais pas » ai-je répondu honnêtement. Mais je ne la déteste plus. Et ça, pour moi, c'est une liberté suffisante. Nous nous sommes assis sur le balcon de notre appartement, partageant une bouteille de vin et planifiant l'avenir. Je lui ai parlé de ma vision renouvelée pour Broderies Artémis, de mon désir de nous développer non pas en taille, mais en signification, d'utiliser notre travail pour autonomiser plus de femmes, pour raconter plus d'histoires. « Je n'ai jamais été aussi fière de toi », dit-il en me serrant la main. « Je n'ai jamais été aussi fière de moi non plus », ai-je répondu. Et pour la première fois de ma vie, je l'ai dit sans la moindre hésitation. 3 ans ont passé depuis. Mon voyage en Corse. 3 ans de transformation non seulement pour Broderies Artémis, mais pour moi-même. Parfois, quand je regarde en arrière,
Je reconnais à peine la femme qui tremblait devant les commentaires acerbes de sa belle-mère, qui se sentait petite et sans valeur. Broderie. Artémis n'est plus dans le petit local du Vieux-Nice. Nous occupons maintenant un magnifique bâtiment restauré dans le quartier du Port, un ancien atelier textile du début du XXe siècle que nous avons transformé en notre foyer créatif. L'espace a 3 étages. Au premier, notre boutique et galerie où nous exposons les pièces les plus artistiques. Au deuxième, l'atelier principal où travaillent 15 femmes, chacune spécialisée dans différentes techniques. Et au troisième, un espace pour les ateliers et les événements communautaires. Comme je l'ai décidé en Corse, nous n'avons pas connu de croissance incontrôlée. Nous restons un atelier boutique, avec des productions limitées et soigneusement élaborées. Mais notre impact a grandi de manière exponentielle. Le reportage dans Vogue France n'était que le début. Depuis, nous sommes apparus dans des publications internationales, avons collaboré avec des designers reconnus, et nos pièces ont même été exposées au Palais Galliera à Paris. Ce dont je suis le plus fière, cependant, c'est notre programme Mains qui transforment. Tous les 3 mois, nous offrons une formation intensive gratuite de broderie et d'entrepreneuriat pour les femmes en situation de vulnérabilité. Victimes de violences, femmes de plus de 45 ans en chômage de 3 à 6, longue durée, immigrées, femmes sans abri. Nous leur enseignons non seulement des techniques textiles, mais aussi des compétences commerciales, le marketing numérique, la gestion financière de base. À la fin du cours, nous les aidons à monter leurs propres petites entreprises ou, dans certains cas, nous les intégrons à notre équipe. Lucie dirige maintenant ce programme, avec la passion et l'empathie que seul quelqu'un qui a vécu l'invisibilité peut apporter. Hélène s'occupe de la formation technique, transmettant des décennies de sagesse textile à de nouvelles générations. Marine a développé toute notre stratégie numérique, transformant nos réseaux sociaux en une communauté dynamique avec des abonnés dans le monde entier. Ma relation avec Martine a évolué de manière que je n'aurais jamais imaginée. Après sa lettre, nous avons maintenu une distance polie pendant des mois. Puis, à la surprise de tous, surtout la mienne, elle s'est portée volontaire pour l'un de nos ateliers communautaires. Elle a enseigné des techniques de broderie traditionnelles qu'elle avait apprises de sa grand-mère, des compétences que même Alexandre ne lui connaissait pas. Maintenant, elle vient à l'atelier une fois par semaine, travaillant avec les participantes plus âgées du programme, partageant non seulement des techniques mais aussi des histoires de sa jeunesse. Nous ne serons jamais des amies intimes, mais nous avons trouvé un respect mutuel qui m'aurait semblé impossible il y a 3 ans. Alexandre et moi avons acheté une maison près de la mer, sur la Côte d'Azur, un endroit tranquille pour échapper à l'agitation de la ville le week-end. J'y ai mon petit studio personnel, où je travaille sur des pièces expérimentales, des broderies qui sont plus de l'art que des produits, des explorations de couleurs et de textures qui me reconnectent avec la pure joie de créer. Et il y a un an, notre fille, Luna, est née. La voir grandir, avec sa curiosité insatiable et son esprit libre, me rappelle constamment pourquoi tout ce voyage en valait la peine. Je veux qu'elle grandisse en voyant sa mère forte et épanouie, qu'elle apprenne que sa valeur ne dépend pas de la validation externe, qu'elle sache qu'elle a le droit et la capacité de construire la vie qu'elle désire. Ce matin, pendant que Luna dormait et qu'Alexandre préparait le petit déjeuner, je me suis assise à mon bureau pour écrire. Je voulais le faire depuis longtemps. Une lettre à la femme que j'étais, à cette Sophie effrayée et pleine de doutes, qui osait à peine rêver. Chère Sophie, si je pouvais remonter le temps et parler à la femme que tu étais, celle qui pleurait dans sa chambre, se sentant sans valeur, je te serrerais fort dans mes bras et je te chuchoterais. Elle a tort. Tu n'es pas une... moins que rien. Je te dirais de tenir bon encore un peu, de croire en tes petites idées et en ta valeur silencieuse. Parce qu'un jour, ces petites choses construiront une vie que personne ne croyait possible. Les gens parleront toujours. Certains se moqueront de tes débuts. Mais ils n'ont pas le droit d'écrire ta fin. C'est toi qui l'écris. J'ai appris que le pouvoir ne vient pas toujours d'un titre ou d'un diplôme. Parfois, il vient de la résilience, de la soif de grandir, et d'un profond besoin de te prouver à toi-même que tu as de la valeur, même lorsque le monde essaie de te prouver le contraire. Tu apprendras que le succès n'est pas ce qu'on t'avait fait croire.
Ce n'est pas un chiffre sur ton compte en banque, ni le nombre de personnes qui connaissent ton nom, ni le nombre de j'aime que reçoivent tes publications. Le succès, c'est de se réveiller chaque matin avec un but. C'est de créer quelque chose qui a du sens. C'est d'avoir un impact positif sur la vie des autres. C'est d'être en paix avec la femme que tu regardes dans le miroir. Il y aura des jours sombres, des jours où tu douteras de chaque décision, des jours où la peur te chuchotera que tu es une impostrice, que tu ne mérites pas ce que tu as accompli. Ces jours-là, respire. Souviens-toi pourquoi tu as commencé. Souviens-toi de toutes les fois où tu t'es relevé alors qu'il était plus facile de rester à terre. Le chemin ne sera ni droit ni facile. Tu commettras des erreurs. Parfois, tu te perdras. Mais chaque faux pas t'apprendra quelque chose de précieux. Chaque détour te montrera des paysages que tu ne soupçonnais pas. Et un jour, peut-être sur une plage lointaine, ou peut-être dans la cuisine de ta propre maison, tu réaliseras que tu n'as plus besoin de l'approbation de personne, que ta valeur n'est pas en question, que tu as construit quelque chose de magnifique, non seulement avec tes mains, mais avec ton cœur. Et alors, ma chère Sophie, tu sentiras une liberté que tu ne croyais pas possible. La liberté d'être exactement qui tu es, sans excuse ni justification, avec amour et une foi infinie en toi, la femme que tu es devenue. Je plie la lettre et la range dans le tiroir de mon bureau. Peut-être qu'un jour Luna la lira, quand elle fera face à ses propres doutes et peurs. Ou peut-être que je la partagerai avec les femmes qui arrivent à nos ateliers, les yeux baissés et les épaules voûtées, ne croyant pas encore en leur propre potentiel. En attendant, j'ai des broderies à concevoir, une entreprise à diriger, une fille à élever. J'ai une vie à vivre pleinement, selon mes propres termes. Alexandre m'appelle de la cuisine. Le café est prêt, dit-il, et Luna s'est réveillée en me demandant. Je ferme mon carnet et je me lève, prête pour une nouvelle journée. Le soleil entre par la fenêtre, illuminant mon espace de travail. Les fils de couleurs organisés dans un ordre parfait, les créations à moitié terminées. Au centre de ma table, un petit tambour à broder contient le début d'un nouveau projet. C'est une broderie complexe, avec des fils d'or et d'argent entrelacés dans un motif qui représente la croissance, la transformation. Au centre, en lettres petites mais claires, une phrase que j'ai fini par croire de tout mon cœur. Ta valeur n'a jamais été en doute. En sortant de la pièce, je laisse la porte ouverte. La lumière du soleil continuera d'entrer, illuminant mon travail, ma vie, mon avenir. Il nie à plus d'ombres où me cacher. Il n'y a plus de voix pour me faire sentir petite. Il n'y a que ce moment, et tous les moments à venir, pleins de possibilités, de créativité, d'amour. Et ça, plus que tout succès ou toute reconnaissance, c'est ma vraie victoire.